Il est 19 h, vous êtes sur Public Sénat, voici les titres de cette édition. Des décisions dès le mois de novembre dans tous les domaines de la compétitivité, y compris celui du coût du travail, annonce aujourd'hui de François Hollande devant les organisations internationales réunies à Paris, le chef de l'État qui a par ailleurs plaidé pour davantage de régulation face à la crise. La réforme ferroviaire sera officialisée demain. Elle consacre un rapprochement entre la SNCF et Réseau Ferré de France. Objectif selon le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, en finir avec les rivalités passées alors que les recherches s'intensifient sur l'île de Porquerolles pour retrouver un enfant disparu ce week-end. Nous reviendrons sur les intempéries qui ont endeuillé le département du Var avec notre invité, le sénateur Pierre-Yves Collombat, auteur d'un rapport sur les inondations. Bonsoir à tous. François Hollande a donc promis cet après-midi des décisions dès le mois de novembre dans tous les domaines de la compétitivité, y compris sur le coût du travail, qui fixeront la donne à la suite du rapport Gallois pour l'ensemble du quinquennat. Le chef de l'État qui rencontrait les organisations économiques internationales à Paris, Julie Hulin. C'est en terrain neutre, à l'OCDE, que François Hollande recevait ce matin les dirigeants des 5 grandes organisations économiques mondiales. FMI, OCDE, OMC, Banque mondiale et Organisation internationale du travail, une première pour un président de la République française. Une réunion de travail qualifiée d'informelle, mais surtout l'occasion pour François Hollande, confronté à une défiance grandissante, de convaincre du bien fondé de sa stratégie économique. Le premier principe, c'est l'efficacité. C'est-à-dire prendre la compétitivité dans toutes ses dimensions, de partir de l'éducation jusqu'au logement, en passant par les services publics, par l'innovation, par la recherche, par l'investissement et par le coût du travail. De faire que nous ayons un plan qui soit suffisamment cohérent pour pouvoir être efficace. Le coût du travail, un élément parmi tant d'autres pour relancer la compétitivité. Ce dimanche, les dirigeants des grandes entreprises françaises ont réclamé une baisse massive de charges pour abaisser le coût du travail. François Hollande a préféré ignorer ce qui pouvait ressembler à un ultimatum pour les appeler à la raison. Oui, des mesures devront être prises, qui devront être étalées dans le temps, pas trop longtemps, mais avec la visibilité nécessaire et la crédibilité indispensable. Et ces mesures ne peuvent pas non plus, c'est ma responsabilité, affecter la demande intérieure. Parce que si la consommation est brutalement amputée, c'est autant d'activités en moins pour les entreprises. Objectif, favoriser la croissance. Pour les annonces, il faudra attendre l'arrivée du rapport Gallois le 5 novembre. Au lendemain, le gouvernement annoncera ses mesures concernant la compétitivité, un plan de travail qui s'inscrira sur toute la durée du quinquennat. Au tour du Sénat d'examiner cet après-midi la loi organique mettant en œuvre la règle d'or budgétaire pour respecter un déficit structurel limité à 0,5% du PIB. Ce texte prévoit la création d'un haut conseil des finances publiques. Quel sera son rôle? Les explications de Jérôme Rabier. Alors nous avons un petit problème technique, nous reviendrons sur ce thème un peu plus tard dans notre édition. La SNCF et Réseau Ferré de France bientôt réunis dans un pôle public ferroviaire. Il n'y a ni perdant ni gagnant, tout le monde va gagner à ce rapprochement, insiste le ministre des Transports Frédéric Cuvillier. Nous ouvrons à présent le débat de ce 19 h avec le sujet épineux relancé ce week-end par l'ultimatum des grands patrons, débat consacré à la compétitivité avec nos invités qui vont entrer sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir, venez messieurs, Jean-Claude Carle, sénateur UMP de la Savoie, vous êtes également de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. Yves Daudigny, sénateur socialiste de l'Aisne, vous êtes également rapporteur de la sécurité sociale ici au Sénat. Éric Bocquet, bonjour, bonsoir, sénateur communiste. Et puis, je vous laisse vous installer. Et donc Robert Rochefort, député MoDem européen. Alors messieurs, une première
Une première question, peut-être à vous, Jean-Claude Carle. Alors, des décisions vont être prises, c'est l'annonce de François Hollande, dès le mois de novembre sur la compétitivité pour toute la durée du quinquennat. La feuille de route va être dévoilée dans le cadre d'un pacte et c'est donc la question du coût du travail qui va être abordée. Est-ce que c'est une annonce qui est de nature à rassurer les grands patrons mécontents ce week-end ? Écoutez, on ne pourrait que s'en réjouir, car le problème de la compétitivité, c'est sans doute le problème numéro 1 aujourd'hui du pays. Alors que le président de la République veuille améliorer la compétitivité, pourquoi pas? Simplement, attendons de voir ce qu'il y a dans les mesures proposées, car les mesures prises jusqu'à maintenant vont à l'inverse de la compétitivité, à la fois des entreprises et de la compétitivité structurelle de l'État. Éric Bocquet, peut-être un mot sur la méthode des grands patrons qui ont décidé de lancer un ultimatum ce week-end. Bruno Le Roux s'est dit choqué. Il avait l'impression, le patron des députés socialistes, que finalement les grands patrons donnaient une leçon à l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je crois qu'on est dans un bras de fer idéologique. On est dans une confrontation. Il y a deux logiques qui s'opposent. Voilà, ils sont dans leur rôle, mais la majorité des Français souhaitaient un changement de majorité. Ils ont élu un nouveau président de la République. Ils attendent une nouvelle politique. Donc il faut tenir, c'est maintenant qu'il faut tenir les engagements. Et sur la méthode? Écoutez, chacun utilise les armes qu'il a. Voilà, le peuple doit se faire entendre de son côté aussi. Yves Daudigny, vous, qu'avez-vous pensé? Est-ce qu'on peut redouter que le gouvernement, qui a un peu plié facilement après la fronde des pigeons, plie également après l'ultimatum des grands patrons? Je ne pense pas qu'il soit question de plier ou de ne pas plier par rapport à un ultimatum. La compétitivité est un sujet grave. La France a décroché, non pas depuis 6 mois, mais depuis une dizaine d'années en matière de commerce international et de productivité. C'est un défi que nous devons relever ensemble. Nous ne pourrons le faire qu'avec les entreprises et surtout pas contre les entreprises. Tout le monde visiblement partage ce diagnostic de ce problème de compétitivité. Robert Rochefort, il y a un glissement sémantique, on dit qu'il n'y aura pas de choc mais un pacte de compétitivité, une thérapie un peu plus douce en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce débat sur les mots ne m'intéresse pas beaucoup. La compétitivité, c'est effectivement essentiel, mais je voudrais dire que de mon point de vue, ce n'est pas d'abord une question de cotisation sociale. C'est d'abord une question d'innovation, de performance des entreprises et fondamentalement restaurer la compétitivité en France, c'est une mobilisation qui devrait nous concerner tous et pas seulement les chefs d'entreprise. L'administration, il faut réduire de 50% les formalités administratives pour les PME. Les consommateurs, il n'y a pas de raison qu'en France on n'ait pas confiance dans les produits que nous fabriquons alors que nos voisins allemands ont complètement confiance dans les produits qu'ils fabriquent. C'est une mobilisation générale. On a entendu François Hollande juste avant. Oui. Si les gens veulent consommer, il faut aussi ne pas toucher à leur pouvoir d'achat. Oui, mais attendez, ça c'est une autre question. Si on bascule effectivement des points de cotisation sociale vers des points de TVA ou des points de CSG, on devrait pouvoir le faire sans que ça modifie le pouvoir d'achat. Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui les Français ne le croient pas. Et c'est donc une grande difficulté. Et c'est pour ça que je crois que le choc, si choc qu'il doit y avoir, si ça veut dire brutalement abaisser de plusieurs points les cotisations sociales, augmenter de plusieurs points la TVA ou la CSG, je crois que c'est impossible à faire parce que nous sommes aujourd'hui dans une fragilité sociale qui fait qu'on aurait du mal à ce que ça puisse être accepté. Mais encore une fois, je vous dis, ce que je craindrais le plus si on basculait comme ça des points de cotisation sociale, c'est qu'on puisse croire que le travail est fini. Que, par exemple, quand on a eu le débat sur la TVA sociale ou la TVA anti-délocalisation, peu importe la façon dont on l'appelle, si ça avait été mis en place, c'est pas pour autant que tout aurait été réglé, loin de là. Le débat est d'abord un débat de compétitivité par l'innovation, par le financement des PME et par la confiance de l'économie. Jean-Claude Carle, je vous vois acquiescer, donc il n'y aura pas de choc, mais un pacte sur la méthode, vous n'êtes pas d'accord? Peu importe les mots, vous savez, la compétitivité, ce n'est pas une fin en soi. C'est de faire en sorte que nos entreprises puissent se développer et créer de l'emploi. Et c'est extrêmement lié à ce que j'appelle la compétitivité structurelle de l'État et aujourd'hui le poids du secteur public, qui est de 10 points supérieur à l'Allemagne. Et si le gouvernement n'entreprend pas des mesures en ce sens, puisque les cotisations versées par les entreprises, qu'elles soient salariales ou patronales, servent essentiellement, j'allais dire, à honorer la dépense publique. Or, cette dépense publique, elle est, 1, trop élevée, et 2, c'est une dépense de fonctionnement. Il n'y a plus de dépenses d'investissement. Quand je pense que des grands travaux comme les lignes TGV
vont être supprimés, alors que ce sont les investissements structurants qui préparent l'avenir. Et là, il y a un véritable problème. C'est pour ça que j'attends avec impatience ce que va dire le chef de l'État, quel type de mesures seront prises, et j'espère qu'elles iront à l'inverse de celles qui sont prises aujourd'hui, car là, on n'améliore pas la compétitivité de nos entreprises, au contraire, on l'aggrave encore, notamment par rapport à l'Allemagne. Yves Daudigny, alors si on touche à ce coût du travail en baissant les charges patronales, jusqu'où peut-on aller pour ne pas gréver les contribuables? Au sein du gouvernement, une hausse de la CSG ne fait pas l'unanimité. Le coût du travail, c'est un élément de la compétitivité parmi d'autres. Et comme cela a déjà été dit, avec l'innovation, avec la recherche, avec l'éducation, avec la formation continue, mais aussi avec les services publics dans le pays, avec la réalisation d'infrastructures, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises encore étrangères qui, heureusement d'ailleurs, viennent s'installer en France, des entreprises américaines. Il y en a eu beaucoup pendant l'année 2011, ce qui montre que notre pays a des atouts. Bon, le coût du travail, le choc attendu 30 milliards d'euros est impossible. Pour une raison non seulement... Ça a été redit ce matin par Pierre Moscovici. Non seulement pour une raison sociale qui est évidente, mais pour une raison économique. Reporter 30 milliards des charges sociales vers la CSG ou vers la TVA, c'est diminuer la demande intérieure. Or, la France, aujourd'hui, a une croissance qui est portée à 60% par la demande intérieure. C'est très différent de la croissance allemande. Donc, effectuer ce report sous forme d'un choc, ce serait tuer la consommation intérieure et donc tuer la croissance et aller à l'envers du but recherché. Louis Schweitzer reconnaît d'ailleurs qu'il ne faut pas de choc, mais plutôt donc une thérapie plus douce. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Bocquet? Moi, je ne me reconnais pas dans ce débat sur le coût du travail. Le travail n'a pas de coût. Le travail est générateur de richesse. C'est l'un des ingrédients de la machine économique, avec l'investissement, la formation, l'outil de production. Mais c'est le travail qui crée la richesse. Et puis, de la richesse, il y en a, excusez-moi, mais cette année, les groupes du CAC 40 vont encore distribuer 38 milliards d'euros de dividendes, alors qu'on nous dit en crise de partout, et on est à ce niveau de distribution de dividendes depuis 5 années, depuis le début de la crise. Donc il faut remettre les choses un peu en place et bien situer les atouts dont la France dispose pour s'adresser. Mais vous reconnaissez quand même ce diagnostic de problème de compétitivité de la France, même si vous dites la France a des atouts, 5e puissance du monde quand même. On n'est pas un pays de seconde zone qui serait au bord du cataclysme. On a des atouts considérables. Il faut remettre en cause les choix aussi d'investissement, les délocalisations, toute cette pression à la baisse des charges. Les charges, c'est une contribution au fonctionnement de la société en général. Donc il faut arrêter le débat sur les mots, coût du travail et charges. Tout le monde doit contribuer au développement de l'économie nationale dans l'intérêt de la population. Alors justement, pour relancer la compétitivité, on parlait d'innovation, il y a aussi la question de l'investissement avec la Banque publique d'investissement, la BPI, donc qui va fusionner le Fonds stratégique d'investissement et OSEO. Ça, c'est quand même une mesure qui va dans le bon sens, Robert Rochefort. Oui, j'ai un seul regret par rapport à cette mesure. J'aurais aimé qu'on intègre davantage les régions dans cette construction d'un investissement. Parce que quand vous regardez les modèles qui marchent, alors on parle tout le temps de l'Allemagne, je sais, c'est un peu fatigant, mais c'est quand même un endroit où l'investissement et le soutien aux entreprises fonctionnent, ça passe beaucoup par les Länder. Et nous avons aujourd'hui en France un virage qui est en train de se produire. Les régions ont fait des efforts, ont commencé à comprendre davantage la logique économique. Et puis ce sont les régions qui sont quand même très très près des réalités des entreprises. Parce que par rapport à la question de... Moi, ça me lasse un peu qu'on parle simplement des bénéfices des entreprises du CAC 40, parce que certes, elles existent, mais en revanche, quand on regarde le taux de marge effectif des entreprises, et en particulier toutes les entreprises de taille moyenne et petite, en France, ce taux de marge est très faible. La rentabilité des entreprises est très faible quand on met à part, comment dire, les très grandes dont on parle tout le temps. Donc j'aurais aimé en tout cas que dans la Banque publique d'investissement, on fasse un peu plus. Alors là, j'ai cru comprendre que dans le Conseil, il y aurait 2 postes qui seraient réservés à des représentants des régions. Je crains que la France fasse comme elle a l'habitude de le faire, et que de ce point de vue, les socialistes aussi, comme ils ont l'habitude de le faire, mais ce n'est pas réservé aux socialistes, c'est-à-dire une conception, comment dire, très venant d'en haut, quoi, mettant en place un système en croyant que parce que c'est pensé en haut et que c'est bien pensé, ça va automatiquement descendre vers le bas. Or, les pays dans lesquels ça marche bien, et même l'Italie par exemple, est dans la crise aujourd'hui, mais l'Italie a une balance commerciale qui est excédentaire, qui n'est pas déficitaire comme la nôtre, parce qu'il y a encore un certain nombre de tissus industriels dans un certain nombre de régions italiennes. Il faut s'appuyer sur les régions, donc que la Banque publique d'investissement s'appuie le plus possible sur les régions. Vous partagez cet avis? Les régions sont passées associées à la Banque publique d'investissement, C'est tout à fait vrai. Et vous savez, je suis également conseiller régional et j'avais proposé il y a 3 ans
cette initiative au président de l'exécutif régional de Rhône-Alpes. Il l'avait refusé. Je me réjouis qu'aujourd'hui on revienne vers cette mesure. Simplement, ce que je voudrais rajouter. On n'y revient pas. Enfin, on n'y revient pas vraiment. On n'y revient pas. On en discute. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Daudigny, qui est vrai. Il n'y a pas que le coût du travail. Dans la compétitivité, il y a aussi l'énergie, le coût de l'énergie. Et aujourd'hui, c'est un facteur où la France a un avantage. Par rapport à l'Allemagne, le coût de l'énergie est 2 fois moins grand. Simplement, le gouvernement s'apprête à fermer une centrale nucléaire, s'apprête peut-être, et il faut mettre en place des énergies renouvelables, simplement le coût n'est pas le même, il varie de 1 à 8. Et deuxième chose qu'a évoqué M. Daudigny, c'est l'éducation. Or, aujourd'hui, notre système éducatif génère 22% de chômage. C'est-à-dire qu'au terme de leurs études, 22% de nos jeunes poussent la porte de Pôle emploi et non pas celle de la NPE. Et c'est 60 milliards chaque année. Donc là, il y a véritablement des mesures à mettre en place et très rapidement. Alors sur l'éducation, peut-être Yves Daudigny, ça fait aussi partie d'un ensemble, effectivement, pour rendre la France plus compétitive. Quelles sont les pistes que l'on peut étudier? C'est permettre aux jeunes Français aujourd'hui d'acquérir les bases de formation et d'acquérir également les outils qui demain leur permettront de passer d'un travail à un autre travail. Je voudrais revenir sur la comparaison avec l'Allemagne parce que c'est... Il ne faut pas les prendre quand ça nous arrange pas. Les Allemands, eux, ont fermé leurs centrales nucléaires et ont misé depuis longtemps sur les énergies renouvelables. Nous ne l'avons pas fait en France. L'automobile, et on fait la comparaison entre les marques françaises et l'automobile. Le coût du travail, alors je sais que mon collègue n'aime pas ce terme-là, mais le coût du travail dans l'industrie automobile est plus élevé aujourd'hui en Allemagne qu'en France. Et ce n'est pas parce que demain, malheureusement, des voitures françaises coûteraient quelques points de moins qu'elles deviendraient compétitives sur certains marchés avec les voitures allemandes. C'est plus compliqué que cela. Je reviens à cet exemple de l'Allemagne, parce que Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault, a dit que l'Allemagne avait mis 10 ans avant que les mesures prises par le chancelier Gerhard Schröder dans les années 90 fassent de l'effet. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à être déçu, qu'il n'y aura pas de choc de compétitivité rapide? Ça va prendre du temps. Éric Bocquet. Il faut une volonté politique forte, effectivement. Il faut des moyens financiers conséquents, oui. Mettre dans le coup les collectivités, ça me paraît une évidence. Les collectivités qui représentent encore dans ce pays 70% de l'investissement public. On ne peut pas faire sans les collectivités. La formation qu'on vient d'évoquer, oui, moi je pense qu'il faut aller progressivement vers un système de formation tout au long de la vie. Une espèce de sécurité sociale de la formation. Et quand il y a des périodes de chômage qui interviennent malheureusement, qu'on donne la possibilité à un individu de se reformer, de se requalifier pour se réorienter vers un nouvel emploi. Et toute la vie, pour éviter les ruptures. On sait qu'à l'Assemblée nationale, on s'apprête à peut-être revenir sur la TVA dans la restauration pour trouver des fonds. Je vais peut-être vous faire réagir, Robert Rochefort, sur la TVA, revenir à une TVA plus forte dans la restauration. Oui, alors moi je ne suis pas contre. Et permettez-moi en tant que député européen de dire que quand je vois ce qui se passe autour de nous, en Angleterre ou dans d'autres pays, pourtant qui sont des pays qui n'ont pas la culture de l'impôt, eh bien la TVA est plus élevée que chez nous. Donc je pense que la baisse de la TVA dans la restauration n'a pas été une bonne affaire. Maintenant, faut-il faire marche arrière? C'est toujours extrêmement compliqué. Je sais qu'en tout cas, dans le rapport parlementaire en cours, il y a une proposition de sortie autour de 12% pour ne pas arriver, comment dire, au taux de TVA maximum. Néanmoins, il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne peut pas uniquement augmenter tout le temps les impôts de tous les côtés. Quand j'entends même dire la redevance télévisée, c'est pas grave si elle augmente de 2 euros après avoir augmenté de 4 euros. Enfin, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si on augmente la TVA dans la restauration, d'abord, il faut le faire cette fois-ci avec une négociation qui sera difficile avec la profession. Mais en tout état de cause, il ne faut pas l'augmenter pour l'augmenter, juste pour avoir des recettes fiscales supplémentaires. Il faut voir qu'est-ce que ça fournit en échange. Mais alors, par rapport au choc, permettez-moi de dire, s'il y a un choc qu'il faudrait faire, c'est le choc de la fierté dans la production de notre pays. Vous voyez, j'étais en Allemagne hier, je suis revenu d'Allemagne hier. J'ai avec moi ici le catalogue de Lufthansa. Et c'est toutes les petites marques qui sont là, dans le catalogue de Lufthansa, c'est des produits dans lesquels on écrit Made in Germany partout. Et il y a des jouets là-dedans. Il y a des produits qui ne sont pas uniquement des voitures automobiles. Et donc, moi, je vous dis... On a eu un dernier exemple récemment dans la presse où le ministre du redressement productif a fait campagne pour le Made in France. Oui, mais là, je parle de quelque chose qui concerne les entreprises. Et comme nous l'avons dit avec François Bayrou pendant la campagne présidentielle, vous verrez de toute façon qu'on ne pourra pas faire autrement. Si on veut qu'effectivement, on n'ait pas uniquement ce chômage qui augmente mois après mois. Moi, je suis consterné, enfin, c'est pas de sa faute, mais c'est la première fois depuis longtemps que j'entends un ministre du Travail qui vient dire tous les mois à la télévision, vous savez, je vous annonce que le chômage va continuer à progresser. C'est quasiment inédit, quoi. Et qui nous dit pendant 1 an, ça va encore continuer à progresser. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Qui fait partie de la majorité, quelles sont les marges de manœuvre, quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement peut agir alors?
Il y en a beaucoup de leviers. Il y a des leviers qui sans jouer sur les impôts. Qui s'adressent donc aux petites et moyennes entreprises en réduction d'impôts, en différentes mesures. Il y a la BPI qui est décentralisée, parce que quand même tout de même pas faire le procès aux socialistes qui ont mis en place la décentralisation en France de ne pas être décentralisateurs. Il y a 2 lignes qui ont été indiquées par le président de la République. C'est un volet de diminution, de transfert progressif de charges sociales vers d'autres impôts sur la durée de 5 ans et dans le même temps le maintien de la fiscalité au niveau où elle a été placée au cours de l'année 2012 parce que nous savons aussi que les entreprises ont besoin de visibilité. Donc les engagements seront, je pense, confirmés dans le pacte de compétitivité qui est une grande cause nationale pour nous, à la fois diminuer nos déficits, préparer l'avenir, la compétitivité et en même temps la solidarité. Merci à tous les 4 d'avoir été sur ce plateau. Je vous laisse peut-être regagner l'hémicycle du Sénat où la Haute Assemblée examinait cet après-midi la loi organique qui met en œuvre la règle d'or budgétaire. Alors pour respecter un déficit structurel limité à 0,5% du PIB, ce texte prévoit la création d'un Haut Conseil des finances publiques. Quel est son rôle? Jérôme Rabier. C'est l'une des conséquences du pacte budgétaire européen voté il y a un mois. Il y aura dans chaque pays de la zone euro un organisme chargé de surveiller les budgets nationaux. Ce Haut Conseil des finances publiques compilera les hypothèses sur lesquelles se fonde le budget, puis jugera du respect de la règle d'or. En cas de dérapage important, il demandera des mesures de correction au Parlement. Il s'agit d'une forme d'observateur neutre, d'arbitre, qui dans chaque État a vocation à remplir cette mission. Donc je crois qu'il ne se substitue pas au gouvernement, qui a toutes les responsabilités, qui a toutes les commandes, mais il appuie sur le bouton de signal d'alarme lorsque c'est nécessaire. Dirigé par le président de la Cour des comptes, il comprendra 4 autres membres de la Cour. Ils seront aidés de 2 personnes désignées par les présidents de l'Assemblée et du Sénat et de 2 autres choisis par les présidents des commissions des finances des 2 assemblées. D'autres membres pourraient ensuite venir élargir sa composition. En ce qui me concerne, je n'ai pas du tout l'intention de désigner quelqu'un qui aurait des attaches partisanes. Comme pour le vote sur le traité budgétaire européen, ce sont les sénateurs communistes qui se sont illustrés en dénonçant un organisme de contrôle sans légitimité démocratique. C'est pas parce qu'on aura nommé un haut conseil que l'on va améliorer le rôle du Parlement et la capacité de prendre des choix qui sont des choix politiques et qui ne sont pas des choix techniques. Et je crois que véritablement, là, c'est une perte de responsabilité du Parlement vis-à-vis des électeurs. Le PS, le Centre et l'UMP étant d'accord sur le fond du projet, la création de ce Haut Conseil devrait être votée sans problème demain au sein de la Haute Assemblée. Dans le Var, les recherches se poursuivent après la disparition d'un garçon britannique âgé de 12 ans au large de l'île de Porquerolles. Ce département a été endeuillé ce week-end par la mort de 2 étudiants et déjà la polémique enfle sur la mauvaise gestion de ces inondations. Simon Barbarie. Vendredi dernier, alors que le département n'est pas placé en vigilance orange par Météo France, de fortes pluies s'abattent dans le Var. 2 étudiants sont alors emportés dans un ruisseau qui traverse le campus de la Garde. Tout le week-end, des milliers de messages ont afflué sur les réseaux sociaux pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour s'indigner des conditions de sécurité de la faculté de Toulon. Venue sur place samedi, la ministre de l'Enseignement supérieur refuse la polémique et prône la transparence sur les circonstances du drame. Nous sommes dans l'émotion, dans le soutien à une communauté bouleversée, dans l'empathie avec les familles qui ont perdu, j'allais dire 2 enfants, oui, ils sont 22 ans, bon, c'est une trajectoire brisée. J'ai demandé à l'inspection générale de mandater une mission d'enquête et d'investigation parce que je crois que tout doit être transparent. L'étudiant décédé alors qu'il portait secours à l'une de ses camarades sera décoré à titre posthume de la médaille d'or des actes de courage et de dévouement. Pierre-Yves Collombat, bonsoir. Vous êtes sénateur RDSE du Var et vous êtes l'auteur d'une mission, d'un rapport de la mission d'information parlementaire sur les inondations dans le Sud-Est. Alors vous êtes rattrapé par l'actualité de ce week-end. Est-ce que vous pensez que le drame du campus de Toulon aurait pu être évité ? Précisément, l'une des conclusions de ce rapport, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Nous sommes en face effectivement de drames, il y en a eu d'autres. En 2011, en 2010 encore plus, puisque nous avons eu 24 victimes. Il y a le moment, effectivement, de la compassion, mais le problème dans notre beau pays, c'est qu'on se contente du moment de la compassion. La question, c'est de savoir
et c'est le titre de notre rapport, est-ce qu'on va se donner les moyens de nos ambitions? C'est ça la vraie question, parce que, bon, nous parlons du Var, je suis sénateur du Var, on a fait un rapport, etc. Mais précisément, ce qu'on a pu constater, c'est que ce qui s'est passé, donc pour vous, les leçons justement de ce qui s'était passé entre Draguignan et Fréjus en 2010 n'ont pas du tout été retenues. Et dans d'autres départements. Mais je veux dire, on ne peut pas tirer des leçons en 3 jours, même en 1 mois. C'est une politique de long terme. Or, nous n'avons pas de politique de long terme. C'est ça le vrai problème que parce que nous vous avez avons, dit dans votre rapport, la politique de prévention, c'est le parent pauvre de l'ensemble de toutes les politiques publiques donc dédiées à la gestion des inondations. C'est un parent pauvre en ce que les sommes qui y sont consacrées sont modestes par rapport aux autres. Bon, en particulier, si on regarde par exemple tout secteur confondu. Enfin, ce qui est consacré donc à la protection civile, c'est de l'ordre de 5,7 milliards, donc 4,7 milliards par les collectivités territoriales. En matière de remboursement au titre des catastrophes naturelles, en moyenne annuellement, c'est de l'ordre de 520 millions. Et en cherchant bien, parce que les chiffres, il a fallu qu'on essaye de les établir, eh bien, pour ce que j'appellerais la protection active, la prévention active, c'est-à-dire faire des investissements, entretenir les cours d'eau, enfin, etc., eh bien, on ne dépasse certainement pas les 350 millions. Alors que les dégâts dépassent dus aux inondations annuellement, en moyenne, dépassent le milliard. Oui, déjà 1,2 milliard de dégâts. Et d'autre part, alors ça c'est un premier aspect, et regardez les chiffres, bon, alors on peut pinailler sur les chiffres, très bien. Mais moi ce que j'aimerais c'est qu'on commence par là, déjà essayer d'établir les chiffres. Et puis deuxièmement, l'essentiel de la prévention donc est renvoyé à de la réglementation, notamment en matière d'urbanisme. Même si c'est vrai qu'il y a cette dimension à prendre en compte, c'est pas la seule. Et ensuite, eh bien, les responsabilités, on ne sait pas trop qui les a, ou ceux qui les ont légalement ne sont pas ceux qui ont les moyens d'y faire face. Et donc, voilà, à chaque fois, c'est toujours le même problème. Ce sont vos mots, un changement de logique, et il faut aller vers plus d'aménagement du territoire, c'est-à-dire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous pensons que nous avons pensé avec la Commission, et en particulier mon président Louis Nègre, que tant qu'on restera simplement dans une logique de protection, on ne s'en sortira pas. Il faut intégrer cette logique de protection dans une logique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire faire de la protection, parce qu'il faut bien cette protection, un des éléments de l'aménagement du territoire et se donner les moyens de faire cet aménagement. Ce problème des inondations concerne la moitié des communes françaises, c'est ce que vous dites? Oui, alors ça a été une de nos surprises, c'est-à-dire que on a l'impression que oui, ce sont des événements extraordinaires, etc., y compris dans le Var, et puis on s'est aperçu que, notamment dans le Var, c'était pas du tout extraordinaire, c'était très récurrent. Et en France, que par exemple, il y a 19 000 communes, c'est-à-dire plus de la moitié, qui ont des zones qui sont en zone d'inondation, en matière économique, une grande partie de la capacité productive française se situe en zone d'inondation. Vous préconisez de s'inspirer de ce qui se fait aux Pays-Bas très rapidement. Que peut-on apprendre Alors, si vous voulez, enfin, nous avons effectivement essayé d'aller jusqu'au bout des investigations. Et ce qui nous a paru éclairant aux Pays-Bas, c'est pas tant l'idée qu'il faudrait transposer ce qu'ils font. Ils sont dans une situation qui est plus difficile que la nôtre et tout à fait différente. Mais ce qui nous a vraiment, étonné en bien, c'est la cohérence de leur dispositif. Dans les années 50, ils ont eu beaucoup de très très nombreux morts, et ils ont dit plus jamais ça, et ils se sont donné les moyens. Nous, ce que nous essayons de faire en sorte, c'est qu'on se donne effectivement les moyens de nos ambitions. Merci Pierre-Yves Collombat d'avoir été l'invité de ce 19h. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous. Je me sens française, quoi, mais pas moins que n'importe quel autre Français. Moi, je me définis comme un Africain de la Caraïbe. Un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, né à Paris. Je suis les deux, noir français, français noir. Mais c'est quand même pas facile d'être noir en France. Noir de France, c'est l'histoire de 3 à 4 millions de Français de 1889 à nos jours.
L'histoire méconnue d'une communauté aux origines diverses et qui revendique sa place dans la République. Pourquoi est-ce que pour les Noirs, on ne dirait pas que les Noirs sont victimes de discrimination parce qu'ils sont noirs? Noirs de France, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.